Les saveurs de l'écriture, émission présentée par Arona Diouf. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans les saveurs de l'écriture, l'émission littérature de Radio Sénégal qui revient avec notre invitée. Notre invitée vient de faire son entrée dans la littérature. En tout cas, elle vient de publier son premier roman, Une folle lucide, publié chez Le Fil d'Ariane. Notre invité est journaliste au quotidien national Le Soleil, journaliste formé au CESTI de l'école de journalisme de Dakar, la 48e promotion, option presse écrite, sans surprise car écrire, c'est ce qui lui parle le plus. Aram Ndiaye, bonjour. Bonjour Arnaud, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour parler de mon roman Une folle du Sud. Et merci d'avoir répondu à notre invitation à Aram Ndiaye. Alors, je vais reprendre pour démarrer cette émission les propos de votre préfacier, Samba Oumar Fall. Son interrogation, Aram Ndiaye, peut-on être à la fois folle et lucide? Oui, exactement. Et le personnage de Soda le démontre parfaitement parce que tout au long de ce roman-là, on la suit oscillant entre folie et lucidité et cherchant vraiment un sens à ce qui lui arrive. Alors, une folle lucide, c'est l'histoire de Soda. Vous en parlez tout à l'heure. Soda Mariam Diop, sa mère Aïssatou Thiam, morte en lui donnant la vie. Son père Abdoulaye Diop, assassiné. Nous le verrons plus tard au cours de cette émission. Soda qui a versé dans la folie. Avant de revenir à cette histoire qui passionne le lecteur, il est surtout question, Aram Ndiaye, dans votre ouvrage de la maladie mentale. Expliquez-nous ce choix-là de traiter de la maladie mentale. En fait, c'est pas un choix anodin parce que quand j'étais plus jeune, dans mon quartier, on avait un voisin qui a perdu la raison. Et en le voyant tous les jours, en voyant vraiment celui qu'il était et celui qu'il est devenu, cela a fait un peu tilt dans mon esprit. Parce qu'à l'époque, j'étais passionnée de tout ce qui était lié à l'écriture, à la lecture de manière générale. Et c'est comme ça qu'est née même ma passion pour l'écriture. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur, si je peux dire. Et la deuxième raison qui m'a poussée à parler de la maladie mentale, c'est vraiment un jour, j'étais dans le bus. Le bus s'est arrêté à un feu et j'ai croisé le regard d'un malade mental. Donc, je l'ai vu, voilà, seul, le regard hagard, désemparé et tout ça. Et c'est vraiment ces deux éléments-là qui m'ont poussé à écrire ce roman-là. Parce qu'à l'époque, j'avais commencé à écrire de petites histoires à travers une plateforme dénommée Wattpad. Et je me suis dit vraiment qu'il était temps que je sois, si je peux dire, la porte-parole de ces personnes-là qu'on croise chaque jour sans vraiment les regarder. Alors, la prise en charge de la maladie mentale, chez nous, c'est un secret de polichinelle. Cette prise en charge-là, elle fait défaut. Alors, selon vous, pourquoi cette pathologie n'est pas prise en compte comme il se devait? Moi, je pense que c'est peut-être dû au fait qu'il y a peu de structures où ils sont pris en charge, ça c'est un. De deux aussi, c'est vraiment le coût des traitements, parce que parfois nous sommes au Sénégal, donc parfois quand une personne commence à se comporter d'une certaine façon, les proches préfèrent aller trouver des réponses chez les guérisseurs, si je peux dire, les marabouts, parce qu'ils sont plus abordables, si je peux dire, au lieu d'aller juste seulement voir le médecin, parce que parfois le traitement peut être coûteux et tout ça. Je pense que c'est vraiment le manque de structures spécialisées, ou je dirais même l'insuffisance de structures de prise en charge. Et la deuxième raison, je dirais aussi, c'est dû au coût du traitement qui fait défaut pour beaucoup de familles qui sont obligées de se tourner souvent vers les marabouts pour trouver des réponses, alors que souvent la réponse est dans les sciences. Et oui, parce que qu'on les voit tous les jours errer dans les rues, livrés à eux-mêmes, rejetés par leurs proches, faute de moyens ou de volonté pour les soigner. Vous en parliez tout à l'heure. Exactement, parce que parfois aussi, il arrive à un moment donné où, voilà, les moyens font défaut. Et moi, je me dis que parfois, il suffit juste de volonté, que ce soit de volonté politique ou bien même de volonté des proches pour aider ces gens-là, parce qu'ils restent des humains avant tout. Et justement, quel doit être le rôle de ces proches-là
des familles dans la prise en charge de cette maladie, justement? Moi, je dirais plus d'être à l'écoute aussi. Parce que parfois, quand on a certains troubles comme la schizophrénie, la dépression, ces genres de maladies-là, ça demande beaucoup de présence des proches parce que ça peut aider énormément dans le processus de guérison. Parce que souvent également, parlant de ces proches-là, ces malades mentaux, souvent, je peux le dire comme ça, ils créent la honte également. Oui, exactement, parce que... D'où cette réaction peut-être, ce rejet-là. Oui, exactement, mais il arrive aussi à un moment donné où ils deviennent incontrôlables aussi. Parfois, ils peuvent rester des jours et des jours sans avoir des nouvelles d'eux. Ça aussi, ça questionne notre rapport à l'humain, notre rapport aussi à vraiment au sens de l'écoute, au sens de l'observation avant que ça ne soit trop tard. Ils méritent vraiment plus de considération aussi, plus d'écoute venant des proches pour les aider dans ce processus de guérison-là. Regrettable, vous le dites si bien, regrettable la situation de ces malades mentaux livrés à eux-mêmes, marginalisés par une société qui oublie que ces fous sont avant tout des êtres humains. Exactement, parce qu'il y a un moment où ils sont plus considérés comme des déchets. Voilà, ils gênent et tout, alors qu'avant tout, ils sont comme nous, mais avec certaines particularités qui méritent aussi d'être prises en charge. Alors la société les rejette alors qu'elle devait les accueillir justement. Quel est le rôle de cette société dans l'amplification en tout cas de ce phénomène? Oui, parce que on ne peut pas vivre en dehors de la société. L'homme a besoin de cette société-là pour se sociabiliser. Donc, quand tu deviens un déviant un peu, on peut dire que tu es un peu laissé à toi-même et tout ça. Alors qu'il suffisait juste, de regarder de leur côté, de les aider, de leur apporter un certain soutien pour leur aider à revenir au sein de cette société-là. Alors, Abdoulaye Diop, un riche homme d'affaires, rendit l'âme des suites d'une maladie étrange qui le rongeait sans que les médecins puissent en déterminer la cause. Un mystère donc qui entourait la mort du père de Soda Mariam. Et la pauvre Soda qui sera témoin d'une étrange discussion téléphonique entre sa belle-mère et son amant. À l'époque, Père Mohamed, Mère Nafi, je la cite, oui, cet ingrat a tout légué à sa fille, mais ne t'en fais pas, je compte bien me débarrasser d'elle comme je l'ai fait avec son père. Elle venait donc d'avouer son crime. Oui, exactement, parce que tout le mystère planait autour du décès de Abdoulaye Diop. Mais malheureusement, il a été juste la victime d'une méchanceté humaine, comme Soda, en fait, si je peux dire ainsi. C'est là que les déboires de Soda vont démarrer parce que, alors, Mère Nafi, sa belle-mère, a su que Abdoulaye Diop avait légué tout son héritage pour sa fille. C'est ça aussi la méchanceté humaine, non? Exactement. En fait, Mère Nafi, je peux dire qu'elle est devenue méchante par circonstance. Parce qu'au début, tout se passait bien avec Soda qu'elle considérait comme sa fille et tout. Mais avec le temps, à la suite de la découverte, de ses problèmes à procréer, si je peux dire, elle a changé du tout au tout. Et elle voyait en Soda l'enfant qu'elle ne pourra forcément jamais avoir. Et elle cherchait vraiment à assurer, si je peux dire, son avenir. Parce que elle avait peur qu'à un moment donné, si Abdoulaye Diop arrivait à mourir, qu'on la laisse comme ça, sans rien et tout ça, après tous les sacrifices qu'elle a eu à faire dans ce foyer-là et tout. Donc Soda était un peu, cette chose-là qui était entre elle et l'héritage. Donc, il fallait s'en débarrasser coûte que coûte. Et Mère Nafi tiendra parole. Oui. Mère Nafi ne va pas épargner sa belle-fille, aidée en cela par celui qui deviendra après son nouveau mari, Père Mohamed. Père Mohamed, justement, qui a renversé la folle Soda Mariam parce que à un certain moment elle squattait les alentours de la grande mosquée de Dakar près de la RTS où nous sommes aux alentours de la grande mosquée de Dakar. Un petit clin d'œil à la RTS. Il fallait donc la soigner et par pur hasard il se trouvait que Soda Mariam était la belle-fille de Tante Nafi, son épouse. Oui, en fait, c'était une façon pour moi de dire que tout est lié. Donc par ce qu'on appelle le destin et parfois aussi
on peut s'attacher à une personne sans savoir que voilà, derrière cette personne-là, vous avez été l'artisan de sa propre douleur. Donc c'était vraiment ce message-là que je voulais faire ressortir à travers la rencontre entre Père Mohamed et Soda. Il faut noter que Père Mohamed n'a jamais rencontré Soda. Donc il était un peu dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Donc il s'est juste dévoilé juste après. Vous l'avez sorti comme ça. Ah, voilà, comme ça, juste après la mort d'Abdoulaye Diop. Alors, il fallait alors encore, une fois se débarrasser de la malade mentale. Tannafi poussa Soda dehors et Père Mohamed, lui, resta de marbre, incapable de réagir malgré son attachement à la jeune fille. En fait, c'est ça. Je voulais justement montrer que sa cupidité était supérieure à toute l'affection qu'il pouvait avoir envers Soda. Parce que les enjeux étaient de taille. Ils s'étaient battus jusque-là pour, voilà, s'accaparer de l'héritage de Soda et tout ça. Donc, il ne pouvait pas risquer de tout perdre juste parce qu'il avait développé une certaine affection pour cette orpheline qu'il ne connaissait que depuis quelques semaines. Justement. Les enjeux étaient trop gros pour tout perdre, en fait. Non, justement, voilà. D'où cette question, que pouvait-il faire cet homme qui vivait au crochet de sa femme, la très autoritaire Nafi? Exactement, ce personnage tellement acerbe dont tout le monde redoutait dans la maison. Voilà, je voulais vraiment montrer cette puissance-là qu'elle avait su développer. Et après, ce sont des humiliations qu'elle fera subir à son mari. Exactement. Ça, si c'était justement pour montrer que les violences n'étaient pas juste des violences faites aux femmes. Les hommes aussi subissaient des formes de violence psychologiques, parfois même physiques. Vous le voyez au cours du roman. Il y a eu une baffe. Voilà, exactement. Et la confrontation dans la chambre aussi. Ce sont autant de choses que je voulais mettre en relief pour dire que voilà, c'est vrai que on parle souvent de violences faites aux femmes, mais il y a des hommes aussi qui subissent souvent des formes de violence psychologique, physique aussi à travers ces deux personnages-là. Et conséquence, c'est la fierté d'âme de Père Mohamed qui en avait pris un sacré coup. Oui, et vous le verrez, même côté description, j'ai voulu vraiment montrer le contraste entre Mère Nafi, qui était une femme plantureuse, aux formes généreuses et tout ça, et Père Mohamed, qui était un peu chétif. Donc, vous verrez bien par vous-même que, voilà, il ne faisait pas de taille face à Père Mohamed. Sauf que Mère Nafi plutôt. Sauf que, comme vous l'avez relevé tantôt, il y avait beaucoup d'enjeux, des enjeux financiers et tout. Et la vérité, c'est qu'il ne pouvait pas se permettre, lui, Père Mohamed, de perdre sa vache laitière. Exactement. Il fallait faire très attention. En plus, c'était vraiment une référence à comment est vraiment Mère Nafi physiquement, quoi, pour dire. Et on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Voilà, comme on le dit. Alors, notre invité, Aram Ndiaye, auteur de Une folle lucide roman, préfacé par Samba Oumar Fall, notre confrère du quotidien national de Sélé. Autre chose qu'on verra dans ce couple, Mère Nafi, Père Mohamed, les hommes battus. Je voulais qu'on en revienne les hommes battus, piétinés par leurs épouses. Et parce que nous sommes en Afrique, on n'en parle pas, Aram Ndiaye. Exactement. En fait, le roman, si vous voyez bien, j'ai tout le temps à cœur de mettre la plume dans la plaie. Parler de tout ce qui est tabou. C'est vrai qu'on parle, comme je l'ai dit tantôt, des violences faites aux femmes, mais les hommes aussi subissent souvent des formes de violence, que ce soit psychologique ou même physique. Et vraiment, les personnages de Père Mohamed et Mère Nafi transmettent exactement ce que je voulais faire ressortir pour dire que voilà, les hommes aussi subissent la violence, des formes de violence de manière générale. Et c'est parce que la société le veut ainsi, elle ne leur laisse pas le droit de se plaindre. Exactement. Parce que quand on est un homme, on est catégorisé de telle sorte qu'on doit être fort, qu'on ne doit pas beaucoup montrer ses sentiments, on ne doit pas pleurer. Autant de stéréotypes qui font que voilà, ils se meurent dans une forme de silence malgré tout ce qu'ils peuvent aussi vivre au sein de leur foyer. Les saveurs de l'écriture, une petite pause musicale. Toutes les femmes sont des reines, un titre de Ismaël Lo que nous écoutons.
Voilà, c'était donc Toutes les femmes sont des reines, un titre de Ismaël Lô dans les saveurs de l'écriture. Alors, Aram Ndiaye, notre invité, auteur de Une folle lucide, paru chez L'Harmattan Sénégal. Marème Soda, le personnage principal de votre ouvrage, chassé de sa maison, marabouté, errant dans les rues de la capitale, avec tout ce que cela comportait comme danger, agression, tentative de viol et tout. À 25 ans, elle était seule, perdue, enfermée, et personne n'avait cherché à la comprendre. Ce qu'elle voulait n'avait pourtant rien d'impossible, juste un peu d'aide, juste quelqu'un, une main tendue, une voix douce qui lui dirait « Accroche-toi à moi, tu vas t'en sortir ». Une promesse ténue, un souffle de vie. Aram Ndiaye, on écoute ensemble ce passage de votre roman. Nous sommes aux pages 65 et 66. Tout devenait flou. Les souvenirs se mêlaient aux hallucinations. La douleur se superposait à l'angoisse. Ce qu'il ressentait n'était pas de la folie, c'était de la détresse pure. Elle voulait comprendre, savoir d'où venait ce chaos. Retrouver l'ancienne elle, cette fille pleine de rêves, d'envie et de projets. Elle n'aurait jamais imaginé un tel destin. Celle qui, dans la rue, croisait les malades mentaux avec compassion, n'aurait jamais cru se retrouver dans leur peau. Son histoire avait pris une tournure tragique, presque grotesque, au point qu'elle se demandait parfois si elle n'était pas prisonnière d'un mauvais rêve. La petite orpheline vivait toujours dans l'espoir de se réveiller de cet enfer et de revoir son père à ses côtés. Celui qui l'a guidée pas à pas, qui la soutenait et la rassurait quand le souvenir de sa mère devenait trop lourd à porter. Mais au fond d'elle, Soda savait que cette lucidité n'était que passagère, elle pouvait à tout moment redevenir la folle. Et ce constat la rongeait. Comment tante Nafi avait-elle pu lui faire subir cela? La fille d'Abdoulaye Diop ne soupçonnait pas que la cruauté humaine pouvait aller aussi loin. Elle lui aurait donné toute sa fortune, sans hésiter, pour sauver la vie de son père. Qu'on lui prenne tout, peu importe, à condition qu'on lui laisse cet homme, son unique repère, sur terre. Et vous reconnaissez cette voix d'Aram Touré? Oui, exactement, mon homonyme. Attends, merci pour cette lecture. Alors, son papa lui manquait. Elle était prête à tous les sacrifices pour l'avoir encore à ses côtés. Oui, exactement, parce qu'il faut savoir que Soda a grandi sans une présence féminine, si je peux, sans une présence maternelle. C'est vrai que Mère Nafi s'est mariée avec son père par la suite, mais une mère est irremplaçable. Donc, comme toute jeune fille, elle avait un rapport très particulier avec son père et tout ça, et voilà. Donc, sa mort a été vraiment quelque chose de très bouleversant pour la jeune fille qui se remettait à peine de ce décès-là, et savoir qu'il a été assassiné par sa belle-mère a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je peux dire. Et justement, il était question également de s'interroger. En tout cas, elle voulait quelque chose, une chose, retrouver son ancienne elle, parce qu'elle ne se retrouvait plus. C'est ça. C'est dû vraiment à ce maraboutage-là. Parce qu'avant, Soda était une jeune fille pleine de vie, comme je le décris dans le livre, qui avait vraiment des rêves de stylisme et tout ça. Elle avait vraiment un avenir déjà tout bien tracé avec son père et tout ça. Donc, un jour, se retrouver, étrangère à son propre corps, voilà, oscillant entre folie et lucidité, c'était vraiment quelque chose à laquelle elle avait vraiment du mal à s'en remettre. Et les déboires vont s'enchaîner pour la pauvre Soda enfermée dans un hôpital psychiatrique à Thiès. En fait, voilà, elle était juste spectatrice d'un meurtre. Il fallait faire taire le témoin. Oui. Comme l'on dit, elle a été au mauvais endroit au mauvais moment, et lorsqu'elle pensait qu'elle allait enfin avoir un peu de salut en étant dans un centre spécialisé pour les malades mentaux, elle va vite déchanter en se rendant compte que celui qui l'avait amenée ici avait d'autres plans pour elle. C'est-à-dire que voilà, il voulait qu'elle reste folle en fait, parce qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'elle retrouve
sa lucidité, qu'elle parle et tout ça. Donc, elle va vraiment se rendre compte de comment le système peut être corrompu et tout ça. Et à travers aussi cette immersion-là au centre d'Al Hel, je voulais mettre en relief les autres maladies liées à la santé mentale. Vous le verrez bien, comme la schizophrénie, la dépression, le surmenage intellectuel. C'était vraiment aussi une occasion pour moi de mettre en relief la problématique de la prise en charge, les coûts de la prise en charge des malades mentaux et tout ça, pour dire qu'il n'y avait qu'une poignée de malades mentaux qui étaient dans ces centres-là. C'était vraiment ce message-là que je voulais faire ressortir en amenant Soda à Dal Al Hel. Ce qui est ressorti également dans votre ouvrage, c'est cette folle-là, Soda Marème, en tant qu'observatrice qui a su faire vraiment une analyse lucide de la société, des thématiques comme la prostitution, la mendicité. Exactement. Voilà. Et après, elle a eu un regard assez lucide sur ces phénomènes-là. Oui, en fait, vraiment, ce roman tourne toujours tout le temps autour de ce qu'on voit, mais dont on ne fait pas forcément attention. Donc, dans la rue, que ce soit les malades mentaux, que ce soit les prostituées, que ce soit les mendiants, on les croise tous les jours sans vraiment regarder ce qui se cache derrière. Et à travers ce roman-là, je voulais vraiment lever le voile sur ces gens-là qui restent des humains avant tout, qui ont des histoires, qui ont certaines particularités et qui méritent juste d'être écoutés, d'être compris par une société qui est souvent peu clémente envers eux. Alors, du coup, elle échappera fort heureusement à des tentatives de viol et même de meurtre du fait du puissant avocat Mercissé qui tenait en respect le personnel de l'hôpital parce que tout simplement, il aurait donné de l'argent afin que l'hôpital ne puisse pas se retrouver dans des difficultés financières. Exactement. En fait, à travers Mercissé, je voulais vraiment montrer que, voilà, certaines personnes... La puissance de l'argent. Voilà, la puissance de l'argent. Certaines personnes aussi peuvent abuser de leur autorité pour, voilà. Surtout, c'est toujours aussi dans cette dynamique-là de montrer le contraste, le paradoxe de l'être. Vous avez d'un côté Mercissé, cet avocat élégant, éloquent, qui, voilà, dès que vous le voyez, il suscite en vous un respect et tout ça, mais derrière, il a des vices, c'est quelqu'un de fourbe. C'est vraiment c'est ce paradoxe-là aussi que je voulais montrer à travers ce personnage-là. Et vous avez également mis le curseur sur un fait, un phénomène, la corruption qui gangrène jusque dans nos administrations. Oui, exactement. C'est vraiment cela que je voulais faire ressortir à travers ce personnage-là qui est censé être un homme droit, respectueux des règles et tout ça, mais qui est tout le contraire. En tout cas, les malades mentaux, on reparle d'eux, les déviants, des personnes jugées anormales parce qu'elles n'entrent pas dans les cases prévues, voilà, parce qu'elles échappent aux règles du groupe. C'est ça également le jugement de la société. Exactement. Voilà. Exactement, parce que parfois aussi la société est peu clémente envers eux. Parfois on les voit sans vraiment les voir. Parfois on préfère détourner le regard, comme je le décris si bien. Et c'était vraiment une façon pour moi de leur débat. Ils sont là, ils méritent qu'on parle d'eux. Ils méritent que, voilà, que les autorités prennent plus en compte ces questions-là liées à la problématique de la santé mentale. C'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné plus, je vais dire, plus de déco à ces maladies-là, mais ils restent avant tout des humains et qui méritent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention de notre part. Et pourtant, ils ou elles, ces malades mentaux, sont le reflet de nos fractures, de nos contradictions. Exactement. Parce que parfois aussi, ce sont des gens qui vivaient dans des maisons, qui ont eu souvent peut-être à vivre certains traumatismes, qui ont été victimes de certaines choses, qui ont eu un impact sur leur psychisme. C'est vraiment autant de choses que je voulais développer à travers ce roman-là et à travers aussi le centre d'Al Hel. En tout cas, la société les juge Aram Ndiaye, les moque, les évite au lieu de les comprendre ou de les accompagner. Est-ce que finalement, ce n'est pas là où le bas blesse? Oui, exactement. Parfois aussi, c'est tellement plus facile de détourner le regard que de vraiment faire face à nos propres manquements.
Parce que ces malades mentaux en disent tellement beaucoup sur nous, sur notre rapport avec l'humanité. Et pour moi, c'est important ces genres de romans parce que ça rappelle vraiment que ce sont des humains avant tout. C'est vrai qu'ils ont certaines particularités, mais ils méritent beaucoup d'attention et ils méritent des prises en charge, d'être écoutés, d'être soutenus. Au lieu qu'on détourne le regard, au lieu que voilà, on fait comme s'ils n'ont jamais existé alors qu'ils sont là, on les croise tous les jours sans vraiment leur prêter attention. Ben, heureusement que dans la vie de Soda, elle va rencontrer des âmes charitables, de bonnes personnes. On ne pourra pas toutes les citer, mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu à ce le cas mère Soukay. C'est son mari décédé suite à un AVC. Il fallait faire face à une situation très difficile, très délicate. Son aîné Issa, dealer, sa fille Radi, une prostituée. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu ressortir à travers ce personnage de Mère Soukay? En fait, à travers ce personnage de Mère Soukay, c'est vraiment, comment dire, c'est pour rendre hommage à tous ces moments-là, qui se lèvent souvent à 6 heures, voire 7 heures du matin, voilà, qui se battent malgré des situations difficiles. C'est elles qu'on croise dans les marchés, dans les car rapides, lorsqu'on va à Soumbédioune et tout. Donc c'est vraiment une façon pour moi de rendre hommage à ces femmes battantes-là qui souvent veuves, divorcées, peu importe le statut matrimonial, mais elles n'abandonnent pas, elles se battent pour leurs enfants malgré voilà les turpitudes de la vie et tout ça. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire ressortir à travers Mère Soukay, montrer que il y a une once d'humanité en chacun de nous, que malgré la pauvreté et tout ça, elle partage ce qu'elle a, le peu qu'elle a avec tout le monde en fait. Digne et plein d'espoir, parce que c'était difficile de se réveiller avec un grand garçon, dealer, et une grande fille prostituée. Il fallait du courage et beaucoup d'espérance, de l'espoir. Exactement, parce que la vie ne lui a pas laissé le choix. Elle s'est retrouvée veuve, devant élever ses 4 enfants, et elle, vu la situation dans laquelle sont ses 2 aînés, elle ne pouvait pas baisser les bras parce qu'elle s'est toujours battue et elle continue même de se battre, vous le verrez tout au long du roman, pour vraiment voilà un mieux-être. Et c'est vraiment ça, c'est l'espoir et la foi surtout qui font que voilà Mère Soukay continue de se battre malgré tout. Elle va même aider Soda malgré tout à trouver un sens à sa vie, comme je le dis dans le roman. Voilà, on va revenir sur ces relations Mère Soukay et Soda. Mais il faut rappeler que Mère Soukay est issue d'une famille qui n'est pas mal, qui est aisée. Malgré tout, elle n'a jamais voulu tendre la main. Oui, parce que c'est un peu ce côté digne-là que je fais ressortir tout au long de ce personnage-là. Pour dire que voilà, elle veut vraiment se battre malgré tout pour ses enfants, et elle se refuse de tendre la main parce que voilà, c'est une femme qui est digne, qui a été éduquée avec un certain nombre de valeurs et tout. On va reparler de sa rencontre avec Soda Mariam. Alors, un matin de très bonne heure, elle tombe sur Soda qui dormait devant la porte de sa maison avec une robe d'hôpital. On ne va pas refaire l'histoire, elle avait fugué, elle a fait fuguer de Dalalkhel. En tout cas, elle a accueilli Soda chez elle et a pris soin d'elle. On le verra ensuite, Soda sera très liée à la famille de Mère Soukay. Oui, parce que vraiment, à travers cette famille-là, elle revivait ce qu'elle n'a pas pu vivre avec son père. Parce que, quoi qu'on puisse dire, avec son père et mère Nafi, elle avait un semblant de stabilité. Donc, elle se retrouve avec cette famille-là qui, bien que pauvre, voilà, pouvait tout lui donner. C'était vraiment cette stabilité-là dont elle avait besoin, qu'elle avait cherché en vain durant toutes ces années-là passées dans la rue. Et dans la famille de Mère Soukay, Soda fera la rencontre de Khadi, la prostituée. Alors, ce qui est frappant dans leur relation, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait que Soda qui a écouté un peu Khadi. Elle lui a prêté une oreille attentive. Oui, en fait, on peut dire que Soda, c'était vraiment le personnage par lequel je voulais dénoncer, donner la voix à toutes ces personnes dont on ne fait pas forcément attention, à savoir les prostituées.
on les juge sans vraiment connaître l'histoire derrière et tout ça. Et à travers cette discussion-là, je voulais vraiment montrer qu'il y a toujours une histoire derrière chaque personne qu'on juge, voilà, d'apparence. Que Khady avait vraiment une histoire profonde par rapport à ça, et qu'elle n'était pas juste la prostituée en fait. Elle avait toute une histoire, il y avait toute une histoire derrière. Une discussion qui paraît simple, banale, qui va régler beaucoup de problèmes. On va le découvrir dans votre ouvrage. Alors, une discussion entre Soda et Khady. Khady, une prostituée qui a eu des liaisons avec l'avocat maître Cissé, ce maître Cissé-là qui poursuivait Soda Mariam. Là, un problème s'est réglé. Oui, en fait, c'était pour moi de dire que tout est lié. Comme on l'on dit, le monde est... Coïncidence malheureuse, heureuse, Oui, comment bon. on va l'appeler? Bon, on peut dire coïncidence heureuse pour Mère Cissé, mais malheureuse pour Soda qui devra retourner malgré elle dans l'Arkhel. Parce que Khady, la condition pour qu'elle puisse sortir de la prostitution, c'était vraiment d'aider Mère Cissé à retrouver Soda. Oui, un choix difficile, mais bon, c'était soit Dilemme, elle ou soit Soda, donc il fallait faire un choix. Après, Et elle a fait le choix de voilà, la dénoncer. comme l'on dit, son bopp moo la gënal du bañ naa la. De Bagnala. Et ça a fait très mal à sa maman Soukey, qui l'a découvert bien après. Oui, exactement, parce que Mère Soukey s'était très vite attachée à Soda parce que, voilà, une jeune fille livrée à elle-même, malade mentale et tout ça. Donc, c'est vraiment son côté maternel qui parlait, en fait, lorsqu'elle prenait en charge Soda. Alors, parlons de l'humanisme de Soda. Alors, sa compassion pour les malades mentaux. À un moment donné, Aram Ndiaye, vous nous avez arraché quelques sourires en lisant votre ouvrage. La victime du surmenage intellectuel. Exactement. Voilà, je vais la citer. Voilà, qui marchait dans la cour de l'hôpital. On va voyager un peu. Racine carrée de mamie au carré égale mamie. Racine de mamie au carré égale mamie. Racine de mamie au carré égale mamie. L'histoire de cet homme également qui avait tué sa femme, ou cette histoire-là, celle de la femme, avec sa fille qui était tombée de leur terrasse. Finalement, Aram Ndiaye, chacun ici a son histoire. Chaque cas est unique, mais tous méritent qu'on les écoute, qu'on les aide. C'est ça également, c'est cet aspect humanitaire du personnage de Soda. Oui, exactement. En fait, comme je l'ai dit, quand j'ai amené Soda à Dalal Hel, c'était l'occasion pour moi de vraiment creuser, d'aller plus en profondeur dans l'histoire de ces malades mentaux qu'on croise, sans vraiment prendre la peine de les regarder, sans vraiment prendre la peine de les écouter. Et vous verrez que chaque personnage a une certaine spécificité. Et qu'ils méritaient juste qu'on les écoute, qu'on les accompagne vers la guérison, parce qu'avant tout, ils étaient des personnes comme vous et moi, et voilà. Et ça commence par le personnel soignant. On a vu Dr Cham, Oui, exactement. voilà, Dr Cham qui était remonté contre un membre du personnel qui a eu vraiment le péché de mal accueillir un malade. Oui, parce que pour moi, quand on travaille dans certains domaines, on doit vraiment avoir un certain humanisme. Que ce soit le personnel soignant, que ce soit ceux qui sont à l'accueil et tout ça, on doit être à l'écoute. Voilà, on doit vraiment, voilà, avoir une bonne dose d'humanisme et tout ça. Ça va bien parler aux gens, ça va écouter et tout ça. Et déjà, rien que ça contribue au processus de guérison pour moi. Alors, on y va très rapidement. Soda sera rétabli dans ses droits avec l'aide de la famille de Mère Soukey, le docteur Cham. Docteur Cham, il a eu à faire des conneries, mais il a su se rattraper. Oui, en fait, je voulais vraiment montrer que, bien vrai qu'il était dos au mur, mais il est resté avant tout un médecin avant tout. Donc, vous le verrez même qu'il va contribuer au processus de rétablissement, si je peux dire, de Soda. Et Père Mohamed, qui s'est investi
qui s'est investi vraiment afin que Soda puisse retrouver également sa quiétude et son héritage. Oui, on peut dire que c'est la culpabilité qui a fini par parler. Parce que voilà, vu tout ce qu'a vécu Soda et l'affection qu'il avait pour elle, il a vraiment fini par laisser parler ce côté très sentimental-là qu'il avait envers Il voulait se donner bonne conscience. Oui, si je peux dire, il voulait vraiment se donner bonne conscience et voilà, rattraper voilà, l'histoire. Alors, en tout cas, Mohamed fera le nécessaire afin que Mère Nafi soit démasquée. Hein, ce qui a été fait au finish, Mère Nafi, Nafissatou Gueye, est reconnue coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de son époux, Abdoulaye Diop, et elle sera condamnée, bien sûr. Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment que justice soit faite. Parce que tout au long du roman, vous verrez que c'est vrai que Soda cherche un sens à ce qui leur arrive, mais elle veut vraiment que justice soit faite. Parce que pour que son père ne soit pas mort en vain, si je peux dire. Bon, elle sera condamnée. Quant à Père Mohamed, on va laisser le soin à nos éditeurs, à nos lecteurs d'aller lire l'ouvrage pour savoir comment ça va finir pour lui. Je vous l'assure déjà, chers auditeurs, ce livre est plein de rebondissements. Alors, une autre intrigue, la fin de Soda. Va-t-elle guérir ou bien va-t-elle sombrer définitivement dans la folie? Là aussi, chers auditeurs, donc chers lecteurs et amis auditeurs, on vous laisse lire le livre pour savoir. Alors, Aram Ndiaye, une folle l'issue de votre premier ouvrage, on va revenir aujourd'hui un peu sur comment le lectorat a acquis votre ouvrage. Je dirais qu'il a été bien accueilli parce que la question de la santé mentale est une question qui parle aux gens. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui en est atteint, vous avez au moins eu à traverser certains troubles, si je peux dire certains défis dans votre vie en rapport avec votre santé mentale et tout ça. Et pour moi, c'était important aussi de parler de ces gens qu'on voit sans vraiment les voir, comme je le dis souvent. Alors, c'est vrai, hein, dans le livre, il y a d'autres thèmes. Par la maladie mentale, vous évoquez également d'autres aspects de la vie. En fait, c'est des thèmes que vous explorez. Alors, ce livre, c'est vrai, on n'a pas développé la fin de Soda Mariam et la fin de Père Mohamed. Est-ce à dire, en attendant pour nos amis auditeurs de lire l'ouvrage, est-ce qu'on peut penser à une suite de cette histoire, une folle lucide? Oui, en fait, oui, parce que je veux vraiment que l'histoire de Soda puisse être peut-être un jour être projetée devant les écrans, voilà, peut-être sous forme de film ou bien même de série. Je veux vraiment que le message passe le plus possible. Et l'idée, c'est à travers des panels, des discussions, des clubs de lecture, de vraiment sensibiliser sur tout ce qui est lié à la santé mentale. Parce qu'il mérite aussi beaucoup d'attention venant de notre part. Donc, c'est vraiment ce message-là que je veux véhiculer au mieux. En tout cas, dans le livre, il y a également le message sur les violences faites aux femmes. Aram Ndiaye, on vous connaît, hein, on vous connaît à travers, en tout cas, les organisations féminines. Vous battez pour, en tout cas, lutter, en tout cas, contre les violences faites aux femmes. Ça apparaît dans votre ouvrage avec les prostituées qui sont maltraitées et même tuées. Aujourd'hui, au Sénégal, le phénomène s'intensifie, Aram Ndiaye, avec chaque jour son lot de violences faites aux femmes. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation au Sénégal? Pourquoi ça a du mal à s'estomper? Moi, je pense que, voilà, c'est dû à certains propos qu'on tient à la femme, le fameux terme mougneul. Parfois aussi, les femmes prennent beaucoup sur elles. Quand elles subissent des violences et tout, parfois elles préfèrent rester. Alors qu'à un moment donné, il faut se choisir. Il faut savoir vraiment se choisir face aux violences, savoir dire stop, dire non et tout. Je pense aussi que c'est avant tout aussi une question d'éducation. Parfois aussi, il faut qu'on éduque les hommes à savoir comment se comporter face aux femmes. C'est inconcevable quand j'ai commencé à écrire le livre en 2018 et c'est
inconcevable qu'en 2026, que ces mêmes thématiques restent toujours d'actualité. Il faut vraiment qu'on dise stop, en fait, face à ces genres de violences faites aux femmes. Alors, le chef de l'État, lors de son adresse à la nation du 31 décembre, il avait conclu par ce message-là que rien ne serait plus comme avant. Moi, je pense qu'ils sont des acteurs centraux dans cette lutte-là. Parce que, comme je le dis tantôt, c'est inconcevable qu'on soit en 2026 et qu'on continue de parler de violences faites aux femmes, en fait. Donc, elles méritent d'être mieux protégées dans notre société. Les saveurs de l'écriture. Une émission débat sur la littérature et autour des écrivains. Aram Ndiaye, invité de Les saveurs de l'écriture. Alors, on va consacrer nos dernières minutes à cette série de questions-réponses avec la complicité technique de Aïda Diop. L'auteur qui vous a inspiré ou qui continue de vous inspirer? Aminata Sophie Dieye, Ndeye Taxawaalu. Ndeye Taxawaalu. Alors, pourquoi? Parce que j'adore sa plume audacieuse, si je peux dire, en fait. Et c'est cette audace-là que j'essaie toujours de transcrire quand j'écris un roman. Votre livre de cœur? Mon livre de cœur, le choix est très difficile, mais bon, je dirais Mariamba, Une si longue lettre. Parce que ça vous a marqué? Oui, parce que ça parle des femmes, bien évidemment. À quel moment écrivez-vous? La nuit, quand tout est calme, face à mon ordinateur, l'inspiration vient comme ça. Dans la vie, qu'est-ce qui vous fait baisser les bras? Pour moi, je suis pas du genre à baisser les bras. Je suis du genre vraiment à toujours relativiser, à faire face malgré tout. On ne lâche jamais. On ne lâche jamais. De quoi êtes-vous inconsolable? Face à la détresse des personnes que j'aime. Votre définition de la vie, de l'amour, de la mort? La vie, je dirais qu'il faut toujours se battre, persévérance. Pour l'amour, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et la mort, c'est la fin d'un chapitre. Une devise que vous érigez en précepte de vie? Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Aram Ndiaye, votre dernier mot avant de conclure. Merci beaucoup, Arona, et c'est toujours un plaisir de venir parler de mon roman. En tout cas, une fois l'issue d'un roman qu'on lit d'entrée, et Dominique Kama, notre confrère, peut en témoigner. Merci d'être venu, Aram Ndiaye. Merci beaucoup, c'est un plaisir et merci pour ces échanges si qualitatifs. Merci beaucoup. Une folle lucide, l'ouvrage de Aram Ndiaye, roman préfacé par Samba Oumar Fall, paru chez Le Fil d'Ariane. Un grand merci. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Aïda Diop Demba, à Thioro, devant ce micro, Arona Diouf. Les saveurs de l'écriture revient dans 15 jours. Les saveurs de l'écriture, un mensuel diffusé les mercredis sur RSI 92.5 et sur l'ensemble de ses plateformes digitales. Les saveurs de l'écriture, émission présentée par Arona Diouf.